Chapitre 7. On nous mène plus à l'arrière que d'habitude, dans un dépôt de recrues, afin que nous puissions reconstituer notre effectif. Notre compagnie a besoin de plus de 100 hommes de renfort. Pendant ce temps, nous flânons çà et là, car nous n'avons pas de service à faire. Au bout de 2 jours, Himmelstoss nous rejoint. Depuis qu'il a été dans la tranchée, il n'a plus sa grande gueule. Il nous propose de faire la paix. Je suis prêt à accepter, car j'ai vu qu'il a aidé à emporter Hejvestus, qui avait le dos arraché. Comme en outre, il parle d'une manière vraiment raisonnable, nous ne voyons aucune objection à ce qu'il nous invite à la cantine. Seul Tjaden est méfiant et réservé. Mais lui aussi est vite conquis, car Himmelstoss raconte qu'il va remplacer le caporal des cuisines qui part en permission. Comme preuve, il apporte aussitôt 2 livres de sucre pour nous et une demi-livre de beurre, spécialement pour Tjaden. Il nous fera même détacher à la cuisine les 3 jours suivants pour peler des pommes de terre et des rutabagas. Les plats qu'il nous fait servir sont dignes de la table des officiers. Ainsi, nous avons de nouveau, pour le moment, les 2 choses qui font le bonheur du soldat, bonne nourriture et repos. Quand on y pense, ce n'est pas beaucoup. Il y a seulement quelques années, nous nous serions terriblement méprisés. Maintenant, nous en sommes presque contents. Tout est affaire d'habitude, même la tranchée. Cette accoutumance est la raison pour laquelle nous paraissons oublier si vite. Avant-hier, nous étions encore sous le feu et aujourd'hui nous faisons les badauds et nous nous laissons vivre. Demain, nous retournerons dans la tranchée. En réalité, nous n'oublions rien. Tant que nous devons rester en campagne, les jours de front, lorsqu'ils sont passés, tombent comme des pierres au fond de notre être, parce qu'ils sont trop lourds pour que nous puissions aussitôt les méditer. Si nous le faisions, ils nous anéantiraient, car j'ai déjà remarqué ceci, les horreurs sont supportables tant qu'on se contente de baisser la tête, mais elles tuent quand on y réfléchit. Tout comme nous devenons des bêtes lorsque nous allons à l'avant, parce que c'est la seule chose qui nous permette de tenir, lorsque nous sommes au repos, nous devenons des farceurs superficiels et des endormis. Impossible de faire autrement. Nous y sommes littéralement contraints. Nous voulons vivre à tout prix. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous alourdir de sentiments qui peuvent être décoratifs en temps de paix, mais qui ici sont absolument faux. Kemmerich est mort. Hejvestus meurt. Au jour du jugement dernier, on aura du mal à recoller le corps de Hans Kramer qui a été écrabouillé par un obus. Martens n'a plus de jambes, Meyer est mort, Marx est mort, Beyer est mort, Hemmerling est mort. 120 hommes sont couchés quelque part dans les ambulances, la peau trouée. C'est une chose maudite, mais en quoi cela nous touche-t-il maintenant ? Nous vivons. Si nous pouvions les sauver, oui, on le verrait. Peu nous importerait de risquer nous-mêmes notre peau. Nous serions vite en route, car nous avons, quand nous le voulons, un sacré ressort. Nous ne connaissons guère la peur, sauf la peur de mourir. Mais alors c'est autre chose, c'est physique. Mais nos camarades sont morts. Nous ne pouvons pas les aider. Ils ont la paix. Qui sait ce qui nous attend encore ? Ce que nous voulons, c'est nous caler là et dormir ou bouffer à plein ventre, nous pocharder et fumer pour que les heures ne soient pas vides. La vie est courte. L'horreur du front disparaît lorsque nous lui tournons le dos. Nous faisons à son sujet des plaisanteries ignobles et féroces. Lorsque quelqu'un meurt, nous disons qu'il a fermé son cul, et c'est ainsi que nous parlons de tout. Cela nous empêche de devenir fous. Tant que nous le prenons de cette façon, nous sommes capables de résister. Mais nous n'oublions pas. Ce que disent les journaux de guerre au sujet du magnifique humour des troupes qui s'occupent d'organiser des danses, à peine sont-elles sorties de la zone du bombardement, n'est que stupidité. Si nous agissons ainsi, ce n'est pas parce que nous avons de l'humour, mais nous avons de l'humour parce que autrement nous crèverions. Du reste, nous serons bientôt à bout de nos ressources et notre humour devient chaque mois plus amer.
Et je le sais, tout ce qui maintenant, tant que nous sommes en guerre, s'enfonce en nous comme des pierres, se ranimera après la guerre, et alors seulement commencera l'explication à la vie, à la mort. Les jours, les semaines, les années de front ressusciteront à leur heure, et nos camarades morts reviendront alors et marcheront avec nous. Nos têtes seront lucides, nous aurons un but, et ainsi nous marcherons avec à côté de nous nos camarades morts, et derrière nous les années de front. Nous marcherons. Contre qui? Contre qui? Ici, dans la région, il y a eu dernièrement des représentations d'un théâtre du front. Sur une palissade sont encore collées des affiches bariolées. Kropp et moi, nous faisons devant elles de grands yeux. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait encore pareille chose. Voici une jeune fille vêtue d'une robe claire d'été, avec une ceinture de cuir rouge vernie autour de la taille. Elle pose une main sur une rampe, et de l'autre, elle tient un chapeau de paille. Elle porte des bas blancs et des souliers blancs, de mignonnes chaussures à boucles avec de hauts talons. Derrière elle, luit la mer bleue, avec quelques vagues écumeuses, et sur le côté s'amorce une baie pleine de lumière. C'est une fille splendide, avec un petit nez, des lèvres rouges et de longues jambes, d'une propreté et d'une coquetterie inimaginables. Certainement, elle se baigne 2 fois par jour, et elle n'a jamais de noir sous les ongles, tout au plus peut-être parfois un peu de sable du rivage. À côté d'elle se tient un homme en pantalon blanc, avec un veston bleu et une casquette de navigateur, mais il nous intéresse beaucoup moins. La jeune fille de la palissade est pour nous un miracle. Nous avons absolument oublié qu'il existe des choses pareilles, et même maintenant, nous avons de la peine à en croire nos yeux. En tout cas, depuis des années, nous n'avons rien vu de semblable, rien qui, il s'en faut de beaucoup, marque autant de sérénité, de beauté et de bonheur. Voilà bien la paix. Elle doit être telle, sentons-nous avec émotion. Regarde ces chaussures légères, elles ne lui permettraient pas de faire seulement 1 kilomètre, dis-je. Et aussitôt, je me trouve moi-même ridicule, car il est stupide, devant une pareille image, de penser à la marche. Quel âge peut-elle avoir? Demande Kropp. Je suppute, tout au plus 22 ans, Albert. Alors, elle serait plus âgée que nous? Mais je suis sûr qu'elle n'a pas plus de 17 ans. Un frémissement nous parcourt. Albert, ce serait fameux, ça. Qu'en dis-tu? Il fait signe que oui. Chez moi, j'ai aussi un pantalon blanc. Un pantalon blanc, oui, dis-je, mais une jeune fille comme ça? Nous nous regardons du haut en bas, mutuellement. Il n'y a pas grand-chose à découvrir en nous, à part un uniforme crasseux, rapiécé et délavé. Toute comparaison est sans espoir. C'est pourquoi, d'abord, nous faisons disparaître de la palissade le jeune homme au pantalon blanc, avec précaution pour ne pas endommager la jeune fille. C'est déjà un résultat. Puis, Kropp propose « Si nous allions nous faire épouiller ?» Je ne suis pas tout à fait de cet avis, car par là, les affaires s'abîment, et au bout de 2 heures, on a rattrapé des poux. Cependant, après nous être une nouvelle fois plongés dans la contemplation de l'image, je me déclare prêt à le suivre. Et j'ajoute, nous pourrions même essayer de trouver une chemise propre. Albert pense, pour je ne sais quelle raison, des chaussettes russes seraient encore mieux. Oui, peut-être aussi des chaussettes russes. Nous allons tâcher de dénicher quelque chose. Mais voici que Lear et Tjaden s'approchent en flânant. Ils aperçoivent l'affiche et en un tournement, la conversation devient assez cochonne. Lear fut le premier de notre classe à avoir une maîtresse. Et il nous donnait, de ses amours, des détails qui nous agitaient. Il s'enthousiasme à sa manière pour cette image, et Tjaden l'imite énergiquement. À vrai dire, cela ne nous dégoûte pas. Celui qui ne dit pas de cochonnerie n'est pas un soldat. Seulement, en ce moment, nous n'avons pas l'esprit tout à fait à ça. C'est pourquoi nous coupons court et nous nous dirigeons vers l'établissement dépouillage, avec le sentiment que nous aurions en allant chez un tailleur chic. Les maisons dans lesquelles nous avons pris quartier sont situées près du canal. De l'autre côté de l'eau,
il y a des étangs entourés de bois de peuplier. Au-delà du canal, il y a aussi des femmes. De notre côté, les maisons ont été évacuées, mais en face, on voit encore de temps en temps des habitants. Le soir, nous faisons de la natation. Voici venir 3 femmes le long de la rive. Elles vont lentement et ne détournent pas le regard, bien que nous ne portions pas de caleçons. L'air les appelle. Elles rient et s'arrêtent pour nous regarder. Nous leur lançons, en un mauvais français, les phrases qui nous viennent à la tête, n'importe lesquelles, pêle-mêle et précipitamment, pour qu'elles ne s'en aillent pas. Vraiment, ce ne sont précisément pas des choses très relevées, mais d'où les aurions-nous sorties? Il y a là une brune svelte. Quand elle rit, on voit luire ses dents. Ses mouvements sont rapides et sa jupe descend avec souplesse autour de ses jambes. Bien que l'eau soit froide, nous nous mettons en 4 et nous faisons tous nos efforts pour les intéresser afin qu'elles restent. Nous risquons des plaisanteries et elles répondent sans que nous les comprenions. Nous rions et leur faisons des signes. Tjaden est plus raisonnable. Il court à notre logis, en rapporte un pain de munitions et le porte en l'air. Cela obtient un grand succès. Par signes et par gestes, elle nous invite à venir auprès d'elle, mais cela nous est interdit. Il nous est défendu d'aller sur l'autre rive. À tous les ponts, il y a des sentinelles. Sans titre régulier, rien à faire. C'est pourquoi nous tâchons de leur faire comprendre que c'est elles qui devraient venir nous trouver. Mais elles secouent la tête et nous montrent les ponts. Elles non plus, on ne les laisse pas passer. Elles reviennent sur leurs pas et remontent lentement le canal, toujours le long de la rive. Nous les accompagnons en nageant. Après quelques centaines de mètres, elles s'écartent du bord et nous montrent une maison qui se détache près de là parmi les arbres et les buissons. L'air leur demande si c'est là qu'elles habitent. Elles rient. Oui, c'est leur maison. Nous leur crions que nous viendrons lorsque les sentinelles ne pourront pas nous voir. Cette nuit même. Elles lèvent les mains, les mettant à plat l'une contre l'autre, et les posent contre leur visage en fermant les yeux. Elles ont compris. La brune, toute mince, esquisse des pas de danse. Une blonde gazouille du pain, du bon. Nous leur confirmons avec animation que nous leur en apporterons. Mais aussi d'autres belles choses. Et ce disant, nous roulons des yeux et nous faisons avec les mains des gestes significatifs. L'air manque de se noyer en voulant expliquer qu'il leur apportera un bout de saucisson. Si c'était nécessaire, nous leur promettrions tout un dépôt de vivres. Elles s'en vont et se retournent encore maintes fois. Nous regagnons notre rive et nous vérifions si elles entrent bien dans la maison, car il se pourrait qu'elles nous aient trompés. Puis, à la nage, nous revenons à notre point de départ. Sans titre régulier, personne ne doit traverser le pont. C'est pourquoi nous irons tout bonnement pendant la nuit à la nage. L'émotion nous saisit et ne nous lâche plus. Nous ne pouvons rester en place et nous allons à la cantine. Justement, il y a de la bière et une sorte de punch. Nous buvons du punch et nous nous racontons des histoires extraordinaires inventées de toutes pièces. Chacun ne demande pas mieux que de croire le voisin, en attendant impatiemment de pouvoir se vanter d'une prouesse encore plus éclatante. Nos mains sont fiévreuses. Nous fumons d'innombrables cigarettes jusqu'à ce que Corb dise « Ma foi, nous pourrions leur apporter aussi quelques cigarettes. » Alors, nous les mettons dans nos calots et nous les y gardons. Le ciel prend une teinte de pomme verte. Nous sommes 4, mais il n'y en a que pour 3. C'est pourquoi il faut que nous nous débarrassions de Tjaden. Nous lui versons du rhum et du punch jusqu'à ce qu'il titube. Lorsqu'il fait nuit, nous regagnons notre logis, Tjaden au milieu de nous. Nous sommes en feu et le désir de l'aventure nous remplit. La brune svelte est pour moi. Nous avons fait le partage, c'est décidé. Tjaden tombe sur son sac de paille et se met à ronfler. Voici qu'il se réveille et qu'il nous regarde en ricanant d'un air si malicieux que nous avons déjà peur et que nous croyons qu'il a fait semblant d'être saoul et que le punch que nous lui avons payé n'a servi de rien. Puis il retombe et il se rendort. Chacun de nous 3 prépare un pain entier et l'enveloppe dans du papier journal.
Nous y ajoutons les cigarettes et en outre 3 bonnes portions de saucisson au foie que justement nous avons reçues le soir. C'est là un présent convenable. Provisoirement, nous mettons tout cela dans nos bottes, car il nous faut prendre des bottes pour ne pas marcher sur les fils de fer ou des tessons lorsque nous serons de l'autre côté du canal. Comme auparavant, il nous faudra traverser à la nage, nous ne pouvons pas nous embarrasser de vêtements. Du reste, il fait nuit, et ce n'est pas loin. Nous partons, les bottes à la main. Nous nous glissons vite dans l'eau, nous nous mettons sur le dos, et nous nageons et nous tenons les bottes et leur contenu au-dessus de nos têtes. Nous escaladons avec précaution l'autre bord du canal, nous sortons les paquets des bottes et nous chaussons celles-ci. Ce que nous portons, nous le plaçons sous le bras. Ainsi, nous nous mettons en marche, tout mouillés, nus, n'ayant pour vêtements que nos bottes au petit trot. Nous trouvons aussitôt la maison. Elle est située dans l'obscurité des buissons. L'air trébuche sur une racine et s'écorche les coudes. « Ça ne fait rien, » dit-il gaiement. Il y a des volets aux fenêtres. Nous faisons le tour de la maison et nous essayons de regarder à travers les fentes. Puis nous nous impatientons. Cropp est soudain indécis. S'il y avait chez elle un commandant? Eh bien, on se défilerait, ricane l'air. Il n'aura qu'à lire le numéro de notre régiment ici, fait-il en se tapant sur le derrière. La porte de la maison est ouverte. Nos bottes font un certain bruit, un gond grince. On aperçoit de la lumière. Une femme effrayée pousse un cri. Nous lui disons, en aussi bon français que nous pouvons, « Psst, psst, camarade, bon ami !» Et en même temps, pour nous concilier ces bonnes grâces, nous levons nos paquets en l'air. On voit maintenant aussi les 2 autres. La porte s'ouvre toute grande et la lumière rayonne sur nous. On nous reconnaît et toutes 3 se mettent à rire à gorge déployée de notre mise. Elles se tordent et se courbent dans l'ouverture de la porte, tellement elles rient. Quelle souplesse dans leurs mouvements. « Un moment !» font-elles. Elles disparaissent et nous jettent des frusques dont nous nous enveloppons tant bien que mal. Puis il nous est permis d'entrer. Une petite lampe brûle dans la chambre. Il fait chaud et cela sent un peu le parfum. Nous déballons nos paquets et nous les leur donnons. Leurs yeux brillent, on voit qu'elles ont faim. Puis nous nous trouvons tous quelque peu embarrassés. L'air fait mine de manger. Alors l'animation reparaît. Elles vont chercher des assiettes et des couteaux et elles se jettent sur les victuailles. Elles lèvent d'abord en l'air admirativement chaque petite rondelle de saucisson au foie qu'elles s'apprêtent à manger et nous sommes assis à côté d'elles, très fiers. Elles nous couvrent d'un flot de paroles. Nous ne comprenons pas grand-chose à ce qu'elles disent, mais nous sentons que ce sont des mots gentils. Peut-être aussi leur produisons-nous l'impression d'être très jeunes. La brune, svelte, me caresse les cheveux et me dit ce que toutes les femmes françaises disent toujours. La guerre, grand malheur, pauvre garçon. Je prends son bras, je le tiens serré et je mets ma bouche dans la paume de sa main. Ses doigts étreignent mon visage. Tout au-dessus de moi sont ses yeux émouvants, la douceur brune de sa peau et ses lèvres rouges. Sa bouche prononce des paroles que je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout à fait ses yeux. Ils disent plus que nous n'en attendions en venant ici. Il y a des chambres à côté. En m'y rendant, je vois l'air qui, avec la blonde, parle haut et y va carrément. C'est qu'en effet, il s'y connaît. Mais moi, je suis perdu dans une espèce de lointain, fait à la fois de douceur et de violence, et je m'y laisse aller. Je sens en moi quelque chose qui désire et qui sombre à la fois. La tête me tourne. Il n'y a rien ici à quoi s'appuyer. Nous avons laissé nos bottes devant la porte. On nous a donné des pantoufles à la place. Et maintenant, je n'ai plus rien de ce qui rappelle l'allure cavalière et impertinente du soldat. Ni fusil, ni ceinturon, ni uniforme, ni casque. Je m'abandonne à cet inconnu. Arrive que pourra, car malgré tout, j'ai un peu peur. La svelte brune remue les sourcils lorsqu'elle réfléchit.
Quand elle parle, ils sont immobiles. Parfois, également, ce qu'elle dit reste à moitié inexprimé, est étouffé ou passe vaguement par-dessus ma tête. C'est comme un arc, une trajectoire, une comète. Qu'en ai-je su? Qu'en sais-je? Les mots de cette langue étrangère que je comprends à peine m'endorment en me plongeant dans un calme où la chambre disparaît presque avec ses parties sombres et sa lumière, et où vit seulement et reste distinct le visage qui est au-dessus de moi. Combien complexe est un visage qui nous était encore étranger il y a seulement 1 heure et qui maintenant est penché en une attitude de tendresse qui ne vient pas de lui, mais de la nuit, de l'univers et du sang qui paraissent rayonner en lui. Les objets alentour sont touchés et transformés par cette ambiance. Ils prennent un aspect particulier et ma peau blanche m'inspire presque un sentiment de vénération lorsque la lumière de la lampe s'y reflète et que la main brune et fraîche la caresse. Comme tout cela est différent de ce qui se passe dans les bordels à soldats où nous avons l'autorisation d'aller et où l'on fait la queue en longue file. Je ne voudrais pas y penser, mais malgré moi, ce souvenir m'obsède et j'en suis épouvanté, car peut-être n'est-on plus capable de s'en débarrasser jamais. Mais alors, je sens les lèvres de cette svelte brune et je tends vers elle. Je ferme les yeux et je voudrais par là tout effacer, la guerre, ses horreurs et ses ignominies, pour me réveiller jeune et heureux. Je pense à l'image de la jeune fille qui était sur l'affiche, et je crois un instant que ma vie dépend d'une seule chose, la conquérir. Et je me presse d'autant plus fort dans ses bras qui m'enlacent. Peut-être va-t-il se produire un miracle. Ensuite, je ne sais pas comment, nous nous retrouvons tous ensemble. L'air a un air triomphant. Nous prenons congé chaleureusement et nous renfilons nos bottes. L'air nocturne rafraîchit nos corps brûlants. Les peupliers se dressent très grands dans l'obscurité et murmurent. La lune brille au ciel et dans l'eau du canal. Nous ne courons pas. Nous allons l'un à côté de l'autre à grands pas. L'air dit « Ça valait bien un pain de munitions ». Je ne puis me résoudre à parler. Je ne suis même pas gai. Soudain, nous entendons marcher et nous nous dissimulons derrière un buisson. Les pas se rapprochent, ils sont maintenant tout près de nous. Nous apercevons un individu nu avec des bottes exactement comme nous. Il tient un paquet sous le bras et il passe au galop. C'est Tjaden qui est très pressé. Il a déjà disparu. Nous rions. Le lendemain, c'est lui qui pestera. Sans être remarqués par personne, nous regagnons nos paillasses.